Quand on parle de shonen, ceux qu'on voit le plus revenir sont évidemment le Big Three. One Piece, Naruto, Bleach ou encore d'autres tout aussi connus comme Fairy Tail, l'Attaque des Titans ou encore Hunter x Hunter dans les années 2010 notamment. Mais derrière ceux-là, dont la popularité n'est clairement plus approuvée en France, se cache Maggie. Un manga qui, bien que très plébiscité au Japon à l'époque, n'a pas connu le même engouement une fois passé la frontière chez nous en France. Maggie fait partie de ces animés que j'ai découverts quand j'étais jeune, en même temps, presque en même temps que Fairy Tail, mais malheureusement à l'époque, mon engouement pour l'œuvre s'arrête avec la fin de l'animé, de la saison 2 notamment, aux alentours de 2014. Et il faudra attendre bien des années plus tard et ma rencontre avec un certain monsieur pour que je me décide à lire l'entièreté de la série, en tout cas à continuer le manga. Oui, car j'ai de la chance, monsieur possède absolument toute la série en manga. Pratique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part de mon ressenti maintenant que j'ai terminé cette série, que j'ai digéré cette série, après avoir vu l'anime à l'époque, après avoir lu le manga, relu le manga. J'ai décidé de vous en parler parce que je trouve que c'est une œuvre qui mérite d'être lue, d'être plus connue que ça en France. Et donc aujourd'hui, je vous embarque dans le merveilleux monde de Maggie. Maggie, c'est l'histoire d'un jeune garçon au nom plutôt célèbre, Aladdin. Pas plus haut que 3 pommes, d'apparence assez naïf et inoffensif, il ne se sépare jamais de sa flûte, ce qui le rend d'ailleurs un peu étrange. Mais lorsque des brigands tentent de le capturer pour en faire un esclave, il s'en débarrasse extrêmement facilement grâce à sa flûte. Bon, attendez, je vous explique. En réalité, son instrument abrite un être extrêmement puissant, un djinn dénommé Hugo. Durant son périple, pour en savoir plus sur sa vraie nature, Aladdin va faire la rencontre de plusieurs personnages qui vont changer sa vie, comme Ali Baba, oui, encore une fois un nom qui ne vous est pas inconnu. Celui-ci rêve de gloire et de fortune. Alors tous deux décident de partir à l'aventure pour explorer les labyrinthes de ce monde qui cachent des trésors insoupçonnés. Vous l'aurez compris, on s'installe dans un lore extrêmement oriental, très conte des mille et une nuits, voire même légende de Sherazade, etc. Donc forcément... on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est déjà un petit argument pour vous dire c'est un manga assez unique. Au Japon, le manga a été publié entre 2009 et 2017 dans le Weekly Shonen Sunday de la Shogakukan. Oui, je sais, j'ai un certain amour pour ce magazine. Un jour, je vous ferai une vidéo dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Maggie apparaît pour la première fois dans le top Oricon après 2 ans de parution aux alentours du tome 11 en 2012. La série va d'ailleurs entrer directement à la 9e place du classement. L'année d'après, elle va même surpasser Naruto et entrer au top 4 avec 7 millions, plus de 7 millions d'exemplaires vendus au Japon contre 5,5 millions pour notre ninja préféré, ce qui est quand même une petite victoire en soi, on va pas se mentir, Naruto c'est extrêmement populaire et extrêmement connu. Et jusqu'à la fin de sa parution, Maggie ne va plus jamais quitter le top 20 Oricon. Voilà, juste pour vous remettre un petit peu les bases, un petit peu de lore, on va dire, autour de cette série, un petit peu de contexte pour que vous compreniez mieux. Avec un total de 37 tomes écrits et dessinés par la talentueuse, la merveilleuse, la sublime Shinobu Otaka, un spin-off manga et 2 saisons animées dont on attend toujours la suite. Maggie est, comme je vous l'ai dit, une œuvre qui a connu un sacré succès au Japon, pour le coup, mais beaucoup moins en France. Notamment, c'est pour ça, je pense, entre autres, que Kurokawa, son éditeur, n'a finalement pas sorti les aventures de Sinbad, le spin-off qui est vachement apprécié par la communauté de Maggie, pour le coup, vous allez comprendre, peut-être que vous connaissez déjà le personnage de Sinbad, mais c'est un personnage crucial, très important et extrêmement intéressant, donc son spin-off a aussi très bien fonctionné, malheureusement pas assez pour qu'il soit publié en France. Je mets aussi ça sur le compte des relatives ventes faibles de la série de Maggie, c'est quand même une série de 37 tomes, c'est long, même si beaucoup de gens ont commencé, je pense que pas beaucoup de gens ont fini la série, et donc on peut comprendre que par manque de moyens et de popularité, la série n'a malheureusement pas trouvé son public, je pense. Mais maintenant qu'on a remis les choses dans son contexte, il faut que je vous explique pourquoi est-ce que pour moi Maggie ça mérite d'être lu. C'est une œuvre qui est quand même assez singulière, assez unique, déjà de par son lore, dont on va parler tout de suite, mais voilà pourquoi vous devez au moins jeter un coup d'œil à cette série. One adventure has come to an end. This moment right now. La première chose qui m'a convaincue dans Maggie, c'est évidemment la richesse du lore. Premièrement,
Le monde de Maggie se divise en plusieurs grands royaumes, ce qui crée tout de suite les bases d'un univers géopolitique complexe. Balbad, la patrie de Ali Baba, c'est le premier pays qu'on découvre réellement dans le manga et c'est majoritairement ici qu'on retrouve cette inspiration des Mille et une nuits, tant dans les paysages que dans le système politique et social. L'autrice nous dépeint la triste réalité des castes sociales et du privilège de la naissance. Voulant évoquer l'esclavagisme et les dégâts de la monarchie sur le peuple, Shinobu Otaka confronte Cassim à notre Ali Baba. Tous deux ont grandi ensemble dans un milieu assez pauvre, pourtant sont quand même fondamentalement différents. Serait-ce à cause de leur milieu de naissance, l'un plutôt de basse classe, et notre protagoniste, notre héros, serait probablement de sang noble. Maggie prend justement un malin plaisir à aborder ce genre de questions, tout en laissant évidemment la place aux réponses du lecteur. Ensuite, on a l'incroyable Empire de Go. Ici, l'inspiration nous vient tout droit de la Chine. D'ailleurs, vous y trouverez sûrement de l'essence même de Kingdom, cette œuvre que j'affectionne tout particulièrement. L'importance et la complexité des relations familiales au sein de la famille royale, la détention et l'usage du pouvoir et par-dessus tout la puissance militaire sont des thématiques qu'on revoit énormément dans cet arc. L'arc de Ko met notamment en avant la stratégie guerrière et la nécessité d'une bonne tactique afin d'atteindre son but. Si les combats sont très impactants, au final, ce qui prime, c'est surtout la réflexion qui l'amène. Doit-on forcément aller au combat? Et s'il y a un moyen d'éviter le combat, d'éviter la bataille et la violence, n'est-il pas de notre devoir de le trouver? Reim est le prochain pays sur la liste, et comme son nom l'indique, il est directement dérivé de la Rome antique. De la tenue des soldats à la manière dont fonctionne le pays, tout laisse à croire que l'Empire romain est bien l'inspiration de celui-ci. Ce pays va également nous faire découvrir les Fanalis, la tribu dont est issue une de nos héroïnes, Morgiana, parce que oui, au-delà du lore extrêmement riche de cette œuvre, Maggie se repose d'une certaine manière sur un trio de protagonistes dont Ali Baba et Aladdin dont on a déjà parlé, mais également Morgiana. Morgiana qui casse absolument tous les clichés des personnages féminins très fanservisés et très sexualisée, vous avez compris ce que je veux dire, mais qui est une guerrière. Et ça, franchement, c'est un point qui pèse lourd dans la balance. Elle, qui s'est faite capturer pour servir en tant qu'esclave alors qu'elle était enfant, se donne pour mission de retrouver ses origines, et c'est à travers ses yeux que nous découvrons cette mystérieuse tribu qui cache plus d'un secret. C'est un des mystères de Maggie que j'ai adoré découvrir. Les Fanalis, leurs origines, d'où viennent leurs pouvoirs, d'où viennent-ils. Bref, je vous en dis pas plus et je vous donne juste un petit peu l'eau à la bouche pour que vous alliez découvrir le manga. Maniostat est un royaume qui se place beaucoup plus en intellectuel, puisque presque entièrement dédié à la pratique et à l'apprentissage de la magie. En effet, ce royaume nous sert cette fois-ci à dénoncer la discrimination, puisqu'avant sa création, les magiciens étaient rabaissés, utilisés et persécutés pour leurs compétences et leurs différences. Un trope qui, soyons honnêtes, de vous à moi, je n'ai jamais compris, puisque dans ma tête, dans un milieu, dans un monde comme le nôtre, des gens qui ont des pouvoirs sont forcément supérieurs à nous, humains lambda. Mais pourtant, on le voit dans pas mal d'œuvres, notamment récemment, je sais que j'ai joué à Final Fantasy XVI, et c'était un élément central à l'histoire, c'est-à-dire que nos magiciens, ceux qui maîtrisaient cette forme de puissance, étaient maltraités, presque esclavagisés, parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils avaient des pouvoirs. Mais cette fois-ci, dans Maggie, de ce trope de base va découler une situation complètement inverse, et c'est comme si les magiciens auraient pris leur revanche sur les humains lambda, d'une certaine manière. On va donc arriver dans un monde où ce ne sont plus les magiciens qui sont persécutés pour leurs différences, mais bien les non-magiciens, ceux qui ne possèdent absolument aucune force magique et de pouvoir, qui vont être en fait tout simplement discriminés, presque esclavagisés, traités comme du bétail. Et c'est une notion qui va être abordée évidemment dans cet arc, qui est considéré comme un des meilleurs pour beaucoup. Alors personnellement c'est pas mon préféré, vous allez voir un petit peu plus tard qu'il y en a un qui m'a un peu plus touché, mais c'est vrai que dans ce qu'il raconte, il est extrêmement pertinent. Et enfin Cindoria. Cindoria qui mériterait carrément une vidéo à lui seul, puisque c'est un royaume extrêmement intéressant et qui va être même plus développé dans le spin-off de Maggie, les aventures de Simbad, et vraiment il y a tellement de choses à dire dessus que voilà, ça mériterait un chapitre entier juste pour Cindoria. Et parmi toutes ces différentes cultures, Shinobu Otaka est même allé jusqu'à imaginer un continent obscur, encore très peu exploré, très peu connu, mais qui recèle évidemment de plein de mystères qui restent à découvrir.
暗黒じゃない。暗黒大陸はレーム帝国属州以南は未開発だという意味で付けられた私の故郷カタルゴの別称です。やめてください。Alors si vous n'êtes pas encore convaincu de la richesse du lore de Magi, laissez-moi vous parler des bases sur lesquelles il repose. Tout d'abord, les Magi. On les appelle les faiseurs de rois. À chaque époque, 3 Magi sont chargés de chercher, puis de choisir et de former celui qui deviendra souverain de sa nation. Ce sont donc des sortes de magiciens prophétiques dotés d'une puissance phénoménale. Leur rôle est crucial à notre histoire. Le rôle de Magi découle d'un monde bien plus ancien que le nôtre. Il va falloir donc faire un petit voyage dans le passé pour en savoir plus, et le périple d'Aladin pour en savoir plus sur sa vraie nature et ce qu'implique réellement la condition de Magi va alors aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Un des éléments forts de l'œuvre réside également dans les rocs, le flux du destin. Chaque âme, lorsqu'elle disparaît, retourne au roc, et c'est une des notions centrales au manga qui va complètement redéfinir votre vision de celle-ci, et bien plus encore. Tout à l'heure, on parlait de fatalisme, je pense que vous voyez un petit peu où on veut en venir avec la notion de destin ici. Et une autre chose très importante à connaître dans cet univers, c'est par exemple les écrins enchantés. Ils renferment des djinns et se trouvent dans les labyrinthes. Ceux-ci doivent être explorés puis conquis afin de pouvoir en récupérer les trésors et posséder la force des djinns, créatures mystérieuses dotées d'un immense pouvoir. Ça fait beaucoup de mystère, me diriez-vous, mais bon, ça va aussi en accord avec le lore des Mille et une nuits, des légendes de Sherazade, de Ali Baba et les 40 voleurs, si j'ose dire également. Et si tous ces termes sont encore un petit peu flous pour vous qui ne veulent pas dire grand-chose, sachez qu'ils sont expliqués en profondeur et dans les détails dans l'œuvre. Notamment dans un certain arc, dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie que vous arriviez dessus en lisant le manga et que vous disiez « Ah ça y est, c'est le moment, elle en a parlé, c'est là qu'on va tout savoir ». De toute façon, ça va être assez logique quand vous lirez, mais je veux pas trop vous spoil, vous voyez. C'est probablement un des meilleurs arcs flashback, tout manga confondu, qui m'ait été donné de lire dans ma vie. C'est-à-dire que en tant que lectrice de shonen, en tant que lectrice de manga, me diriez-vous, il y a toujours un petit peu ce truc en fin de lecture, quand tu lis un manga, une œuvre qui a des mystères, qui recèle de magie, qui traite de pouvoir, etc., où tu te dis « mince, j'aimerais en savoir plus ». Ça serait bien quand même qu'on nous explique comment on en arrive là, quelle est la source de ce pouvoir, d'où viennent ces personnages, pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Toutes ces questions, qui dans beaucoup d'œuvres restent en suspens, sont ici dans Magi traitées quasiment complètement et dans les détails. C'est-à-dire que c'est un arc entier où on va nous expliquer en fait tout notre monde actuel et pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi est-ce que la géopolitique de notre monde est comme ça, quelles sont les alliances qui ont été faites, quelle est l'origine des djinns, des écrins enchantés, comment ils ont été créés, tout est expliqué, absolument tout. Et donc à la fin de la lecture, ça laisse une sensation extrêmement très satisfaisante. Tu ressors, t'es satisfait de ta lecture de Magi. Alors je dis pas que vous allez être d'accord avec tout ce qui va se passer, que ce soit scénaristiquement parlant ou dans la forme, mais honnêtement, c'est une des rares lectures où je suis sortie, où je me suis dit ok, je suis bien. Même si du coup j'ai quand même envie de découvrir les aventures de Sinbad, hein, bien sûr. Mais c'est pas forcément lié à l'intrigue en elle-même, c'est juste ma curiosité pour des personnages aussi bien écrits que ça, tout simplement. Si beaucoup de shonen, dit vulgairement neketsu, mettent un point d'honneur aux batailles, aux combats, à ces moments de fight, et ben ici c'est un petit peu différent. En réalité, sous couvert de combats épiques, boostés aux hormones magiques, il y a vraiment des choses impressionnantes hein, au niveau des combats. L'autrice veut surtout mettre en lumière les idées pour lesquelles se battent nos personnages. Qu'est-ce qui fondamentalement sépare nos protagonistes et qui fait qu'on en arrive à recourir à la violence? Beaucoup des conflits mis en scène sont résolus par la réflexion, les questionnements, le dialogue, le raisonnement, et parfois même, en fait souvent, c'est ce qui prime sur le reste. Alors, malgré tout, soyez certains, soyez assurés que vous allez avoir votre compte en termes de combat, puisqu'ils sont extrêmement fluide, très lisible, puisque le coup de crayon de Shinobutaka est absolument merveilleux, vraiment incroyable, et sachant qu'on s'inscrit dans un lore très oriental, il y a énormément de soins apportés aux détails sur les armures. Je vous ai pas parlé des revêtements par exemple, je vous ai parlé un petit peu des écrins enchantés, et vous les voyez avec les visuels, juste
C'est une petite idée de ce qu'elle est capable de faire, et quand elle se met à dessiner des combats, des batailles, ça ne peut que être épique. C'est même dantesque, c'est même plus qu'incroyable en fait. Vraiment, si vous aimez les batailles, vous allez les apprécier. Il y a peut-être quelques défauts, notamment je trouve qu'elle a un petit peu cette fâcheuse habitude à skip la fin des combats. Voilà, c'est un peu chiant, je dois être honnête avec vous. Mais hors ça, quand tu es dans le combat en lui-même, tu savoures. C'est un vrai régal, vraiment. Mais ce sont concrètement des combats idéologiques pour la paix, la liberté ou encore la puissance ou le pouvoir. Il y a absolument de tout. On voit toutes les facettes de l'humain dans les détails. On va autant voir la psychologie des antagonistes, même si le mot n'est pas forcément le mieux choisi, que celle des protagonistes. C'est là qu'on voit la justesse d'écriture de l'autrice. Il n'y a pas de personnage fondamentalement mauvais ou méchant pour être méchant comme on en voit souvent. Ok, il y en a peut-être un auquel je pense, mais je vous assure, c'est pas si important que ça. Vraiment. Non. Ici, on développe à fond les idéaux des personnages. On développe les raisons qui les poussent à agir comme ils le font. Et ce qui est excellent également, c'est que tout au long du manga, leurs désirs, leurs souhaits vont évoluer en fonction des situations. Et donc, ils vont pas forcément se comporter de la même manière et pas avoir forcément des comportements de gentils ou de méchants tout au long du manga, puisqu'il y a une vraie variation en fait de ce qu'ils vont faire. Ce qui est excellent dans Magi, c'est que dès le début, en fait, on comprend. C'est clair comme de l'eau de roche que Alibaba, malgré ses tentatives, il va pas réussir à faire entendre raison à Cassim. Mais au fur et à mesure du manga, au travers les différents personnages qu'on va découvrir, notamment Titos, ou encore Hakuryu, ou surtout Simba, dont je vous ai déjà un peu parlé, le propos devient plus abstrait. Notamment grâce à Simbad. Simbad est vraiment un des personnages masculins les mieux écrits, tout manga confondu, en tout cas si on reste dans le shonen, en tout cas dans les shonen, c'est un excellent personnage. Et je pense que même sans avoir lu Magi, ou vu ou lu, vous avez entendu parler de ce personnage. Vous savez c'est qui. Et son personnage est tout simplement excellent. Parce qu'il est réaliste, à la fois nuancé. Il y a des moments où tu as envie de le détester, des moments où tu l'adores. Il a cette aura incroyable autour de lui, cette aura de leader qui fait que les gens veulent le suivre. Mais il a quand même cet égoïsme purement et simplement en lui. Il a ses propres convictions, il a sa propre vision des choses. Et en fait, tu ne sais pas si c'est un gentil ou un méchant au final. Et grâce à lui, entre autres, je trouve, dans Magi, parce qu'il élève vraiment le propos, il rend un peu la limite entre le bien et le mal floue. On part d'une situation un peu binaire, presque fataliste, pour petit à petit nuancer ces notions et les rendre plus concrètes. L'autrice nous le confirme d'ailleurs en interview en appuyant sur les volontés derrière l'écriture de Magi. 3 ans après la fin de la série, on lui demande ce qu'elle retient de cette aventure. Je suppose qu'on peut l'apprécier comme une œuvre de divertissement. Et croyez-moi, c'est un excellent divertissement. Mais personnellement, je l'ai écrit et dessiné avec pour thème la pauvreté et la discrimination. C'est un sujet difficile et sans réponse, mais j'aime dessiner en réfléchissant à ce genre de problématiques. Dans Magi, chaque décision, chaque acte est expliqué. Rien n'arrive sans raison. Malgré tout, il est évident qu'on ne sera jamais d'accord avec tous les choix que font nos personnages. Et encore heureux, me diriez-vous, et c'est aussi ça qui rend le manga aussi bon. Tout y est tangible. Les personnages sont réalistes. À part un, encore une fois, qui me sort un peu par le nez. Mais c'est pas très important. À travers les différents pays, les différents peuples qu'on va suivre, on va vraiment découvrir tout un panel de personnalités, de mentalités diverses, variées, de personnages qui ont des souhaits et des désirs plus différents les uns que les autres. Et j'ai simplement adoré ressentir l'égoïsme purement et simplement de l'humain. On a des personnages qui ont des auras majestueuses de leader, tu vois, ce charisme de chef en fait, qui ne font des choix que pour eux, qui ne pensent qu'à eux, qui ne sont qu'égoïsmes. Et à côté, on a des personnages qui pensent bien faire, ils ont une vision bien définie de ce que doit être la suite des événements, et ils veulent l'appliquer à tout le monde et pour tous, en fait. Et pourtant, c'est pas forcément la bonne solution, pas celle qui est la plus adaptée. Nos héros vont se confronter à leurs contradictions, et aux souhaits et désirs des autres. Ils se remettent en question, ils tentent de comprendre l'autre. L'ennemi n'en est un que parce qu'il pense différent de nous. Et c'est ce pluralisme retranscrit dans Magi que j'ai absolument trouvé fantastique. C'est ça qui fait passer l'œuvre d'un bon divertissement, d'un très bon divertissement, à une œuvre profonde et un excellent manga.
finalement. Et en plus de tout cet aspect développement, Shinobu Otaka, elle va aussi ajouter une notion centrale dont on parlait un petit peu plus tôt, le destin. Sommes-nous voués à devenir une certaine personne à cause de notre naissance? Nos réussites, nos échecs sont-ils réellement dépendants de nous ou prédéfinis à l'avance, tout comme le reste de notre vie? Maggie a un parfum de fatalisme, dans lequel nos héros sont piégés tout simplement, mais dont ils sont conscients. Finalement, toute l'histoire est en réalité un long combat de réflexion sur le concept de destin et le rôle qu'il joue dans nos vies. Ainsi, il est vrai que certains pourraient y voir un parallèle avec la religion ou une forme de croyance profonde. Et j'ai l'intime conviction que l'autrice a voulu pousser vraiment à fond la réflexion sur le sujet. Sans pour autant en faire trop, le manga aborde avec bienveillance et sans jugement ces thématiques fortes, avec pour but, évidemment, de faire réfléchir le lecteur. Le tout dans un environnement absolument épique, regorgeant de culture et de paysages diverses, variées, magnifiques, avec des personnages plus hauts en couleur les uns que les autres, bref, dans un cadre très shonen et très fantastique en fait. Et c'est comme ça que je vois Maggie. J'ai été impressionnée par la capacité de Shinobu Otaka à autant décrire et dépeindre des personnages absolument incroyables de par leurs actes, mais tout autant dégoûtants presque, tu vois, repoussants. Parce que l'humain, c'est ça, c'est à la fois des facettes positives et à la fois des facettes sombres. Et même sur un même personnage, eh ben, tu te retrouves face à ça et tu te dis, je sais pas si je dois l'apprécier ou si je dois le détester en fait. Il fait des choses que tu vas apprécier et le moment d'après, il va faire des choses avec la cohérence. Parce que tu comprends le cheminement qui l'amène à changer de position. Mais du coup, bah toi, tu te dis, bah c'est pas bien quoi. C'est horrible. Et du coup, tu sais pas trop si tu dois l'apprécier ou si tu dois le détester. Et c'est ça qui rend les personnages de Maggie vraiment réalistes et tangibles. Mais, soyons honnêtes, dans ces conditions-là, c'est extrêmement compliqué de finir une telle œuvre, en fait. C'est pour ça que ça m'a été dur de lire les derniers chapitres, de lire la dernière bataille. Et au final, j'avoue, c'est pas comme ça que j'aurais imaginé la fin de Maggie. Évidemment, je vais pas vous spoil, c'est pas comme ça que je l'aurais imaginé. Mais c'est quand même une fin que j'ai su apprécier. C'est une fin que j'ai compris, et j'ai compris où voulait aller l'autrice, en fait. La mangaka explique d'ailleurs à ce sujet qu'elle voulait finir son histoire lorsque ces deux protagonistes, Ali Baba et Aladdin, et même Morgiane, donc les héros, étaient devenus mentalement adultes. Et je peux pas lui retirer ça. C'est-à-dire qu'on part d'un point A, on arrive à un point B dans tout Maggie. Il y a une véritable évolution dans les personnages, nos personnages principaux. C'est-à-dire que ils grandissent avec les trahisons, les tragédies, les batailles qu'ils ont subies et les défaites et les victoires. Tout ça prend réellement sens et résonne dans cet ultime acte de Maggie. Aladdin, Ali Baba et les autres sont devenus adultes dans l'histoire. Et Maggie a pu s'achever au bout de 37 tomes. À la fin, Shinobu Otaka explique qu'elle a sérieusement réfléchi à comment mettre fin aux guerres. Mais qu'elle n'a tout simplement pas pu trouver la solution. Et si la chance se présentait à nouveau, elle voudrait continuer d'y réfléchir. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus et faire un petit parallèle avec Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Alors je sais que ce sont quand même deux œuvres assez différentes, mais dans ce qu'elles racontent et dans la vision des deux auteurs, Hajime Isayama et Shinobu Otaka, il y a cette volonté de simplement vouloir dépeindre l'humain tel qu'il est, de pas vouloir l'enjoliver ou le salir, et de simplement montrer qu'il y a du bon et du mauvais, et que oui, il y a des problèmes, il y a un certain nombre de problèmes sur Terre, il y a des guerres, il y a des conflits qui n'en finiront jamais, mais on n'a pas la solution, on est humain en fait. C'est pas une histoire qui a pour but de te dire bah c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'il y a tout simplement pas de solution concrète, et aujourd'hui on n'a pas trouvé le fin mot à toute cette histoire. Ça continue, et nous en tant qu'humains, on doit simplement trouver notre propre réponse d'une certaine manière. Et dans ce parallèle-là, je dirais que j'ai un petit peu retrouvé de SNK, je trouve. Et ça m'a beaucoup plu. Minna, nanika no dore datta?
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous et moi, je ne sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Là, j'ai eu un peu de temps pour filmer et un petit peu de motivation pour finir d'écrire cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas, allez, c'est parti. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura vraiment plu et vous aura donné envie de découvrir Maggie. J'ai vraiment essayé d'aborder les points les plus importants pour moi. Je voulais pas aller trop dans les détails, dans les arcs, etc. parce que j'ai pas envie de vous spoil, même si je trouve qu'il y a quand même du soft spoil par rapport au nom des arcs, au nom des personnages, etc. Mais j'avais quand même envie de vous donner un peu l'eau à la bouche et de vous prouver que Maggie, c'est pas ce shonen qu'on doit laisser de côté et oublier et mettre dans un bac et dans un truc qu'on ne touchera plus jamais parce que l'animé n'a jamais continué. Alors je sais que c'est un truc qui a pas forcément été apprécié et c'est aussi pour ça que l'anime a perdu, enfin l'œuvre en général a perdu un peu de sa popularité et de son étoile, mais le manga lui il est bien présent, il est bien terminé, il est disponible en France chez Kurokawa en 37 tomes, je sais que c'est beaucoup, mais si vous avez un jour l'occasion, peut-être de faire genre les premières saisons en anime, parce que l'anime est très beau quand même, et ensuite de basculer sur le manga, je vous le conseille, vraiment je vous le conseille, c'est un voyage assez incroyable et assez unique et singulier, très original dans ce lore oriental en fait. Et voilà, je finirai cette vidéo là-dessus. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On continue de travailler au Manga Café et si tout va bien, peut-être que j'aurai le temps de reprendre un peu plus les vidéos de manière plus régulière. J'espère en tout cas. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!